Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, remontons au Moyen-Âge. Un mystère se cache dans la forêt de Brocéliande. Un homme disparaît et un loup rôde. Voici Le lait du Bisclavaret, un conte breton fantastique signé Marie de France. Ouvrez les histoires. Marie de France est une autrice du XIIe siècle, considérée comme la première femme de lettres françaises. Elle a composé une série de courts récits en vers, appelés Lait, inspirés des légendes bretonnes. Le lait du Bisclavaret mêle fantastique, mystère et morale chevaleresque. Pour cette lecture, j'ai traduit et adapté le texte original dans un français plus actuel, tout en restant aussi fidèle que possible à ses mots. Voici donc l'histoire d'un seigneur, d'un secret et d'un loup. Puisque je m'occupe à traduire des laits, je ne veux pas oublier celui du Bisclavaret, ainsi nommé par les Bretons et que les Normands appellent Garwal. Il est certain, et cela arrivait souvent autrefois, que des hommes étaient transformés en loups-garous. C'est une bête farouche qui habite les forêts. Sa rage est telle que dans sa férocité, elle dévore les humains et cause les plus grands ravages. Mais laissons cela et écoutez le récit du Bisclavaret que je veux vous conter. Parmi les seigneurs de Bretagne, il y en avait un qui était très estimé. Brave chevalier, il vivait d'autant plus noblement qu'il était le favori du prince, et il était également apprécié de tous ses voisins. Il avait épousé une demoiselle de bonne famille qu'il aimait tendrement, et dont il était tendrement aimé. Néanmoins, une chose préoccupait la dame. Toutes les semaines, son mari s'absentait pendant 3 jours entiers, et ni elle, ni personne ne savait où il allait, ni ce qu'il devenait pendant ce temps. Notre chevalier rentre un jour chez lui fort gai et fort joyeux. Après les premières caresses, sa dame, prenant la parole, lui parla ainsi. « Sire, mon beau doux ami, si j'osais, je me permettrais de vous poser une question. Mais je crains de vous fâcher et je ne redoute rien de plus au monde que votre courroux. » Le mari serre sa femme dans ses bras et l'embrasse. « Chère dame, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je n'ai point de secret pour ma femme. Et si je connais la chose dont vous voulez être informé, je me ferai un plaisir de vous l'apprendre. »« Eh bien, sire, me voilà rassuré. Mais vous ne pouvez imaginer l'inquiétude que je ressens les jours où vous vous éloignez de moi. Le matin, je me lève, le soir, je me couche avec la crainte de vous perdre. Et si vous ne calmez pas mes légitimes inquiétudes, je n'aurai plus qu'à mourir. De grâce, dites-moi où vous allez, ce que vous faites et ce que vous devenez. Cher ami, au nom de Dieu, je crains qu'un malheur ne m'arrive si je vous révèle mon secret. Cela pourrait m'empêcher de vous aimer et m'exposerait peut-être à vous perdre. » La dame fut bien étonnée de ce discours qui n'était pas du tout agréable. Elle ne perdit pas courage, elle flatta et caressa si tendrement le chevalier que celui-ci révéla entièrement son secret. Sachez donc que pendant mon absence, je deviens loup-garou. J'entre dans la grande forêt et vais me cacher dans le plus épais du bois. Et là, je vis de proies et de racines. Mais, bon ami, veuillez me dire si vous vous dépouillez de vos habits ou bien si vous les gardez. Madame, je vais tout nu. De grâce, enseignez-moi où vous déposez vos vêtements. Cela m'est impossible, car non seulement si je venais à les perdre, mais encore à être aperçu, quand je les quitte, je resterai loup-garou toute ma vie, et je ne pourrai reprendre ma forme ordinaire qu'à l'instant où il me serait rendu. D'après cela, vous ne devez pas être surprise de mon silence à cet égard. Sire, vous savez que je vous aime au-delà de toute expression. Dès lors, vous n'avez rien à craindre de moi, et ne devez rien me cacher. La confiance naît de l'amour, et vous me feriez croire que je ne possède ni l'une ni l'autre chez mon époux. Je vous le demande, qu'ai-je fait pour ne plus les mériter? Dites-le moi, je vous prie. » Finalement, la dame, redoublant de caresses et d'insistance, obtint l'aveu qu'elle désirait tant. Dans la forêt, près d'un carrefour et sur le bord du chemin, est une vieille chapelle, qui m'est souvent très utile. Là, sous un buisson, se trouve une grande pierre creuse où je cache mes habits, jusqu'au moment où je dois les reprendre pour revenir à la maison. La femme fut tellement effrayée de la révélation de son mari qu'elle pensa dès lors au moyen de le quitter, et ne voulut plus coucher avec lui. Dans le voisinage était un chevalier qui lui avait longtemps fait la cour. Elle ne lui avait jamais rien accordé, pas même une promesse. Par un message, la dame l'engagea à revenir auprès d'elle. « Réjouissez-vous, bel ami, » lui dit-elle en le voyant. « Les maux que vous avez soufferts vont cesser. Je vous offre aujourd'hui tout ce que vous m'avez demandé, et je vous donne mon cœur, mon amour, et faites de moi votre amante. » Le chevalier, ravi d'apprendre une si bonne nouvelle, remercie la dame. Ils promettent par serment de s'aimer pour toujours.
Une fois leur liaison établie, la dame instruisit son amant de tout ce que faisait son mari. Elle l'envoya prendre les habits dans l'endroit où ils étaient déposés. Ainsi, le Bisclavaret fut trahi par sa femme, qui le rendit bien malheureux, puisqu'on ignorait entièrement l'époque où il reparaîtrait. Ses amis et ses parents, inquiets de ne plus le voir, venaient souvent à sa maison pour s'informer de ses nouvelles. Plusieurs partirent à sa recherche, mais leurs efforts étant vains, ils finirent par abandonner. La dame épousa bientôt le chevalier, dont elle était aimée depuis longtemps. Il s'était bien passé 1 an, depuis que le roi n'avait été à la chasse. Il décida d'y aller et se rendit dans le bois habité par le Bisclavaret, que les chiens rencontrèrent dès l'instant où ils furent lâchés. Il fut poursuivi tout le jour, avait reçu plusieurs blessures par des chasseurs qui étaient près de le capturer, lorsque, voyant venir le roi, il s'approcha pour lui demander grâce. Le Bisclavaret saisit l'étrier du monarque, lui baise le pied et la jambe. Le roi eut d'abord peur, mais aussitôt ressaisi, il appelle ses compagnons. « Venez, seigneur, venez considérer cette merveille, regardez comme cet animal s'humilie. Il a l'intelligence de l'homme puisqu'il crie miséricorde. Faites retenir les chiens et veillez à ce que personne ne le blesse. Allons, apprêtez-vous, retournons au château, car je ne veux pas chasser plus longtemps, et je suis trop satisfait de ma découverte. » Le prince se met en marche avec le Bisclavaret qui suit ses pas et qui ne veut pas le quitter. Le roi, joyeux de sa capture qu'il estime surprenante, l'emmène au château. Ayant pris le Bisclavaret en affection, le monarque ordonne aux gens de sa cour, sous peine d'être privé de ses bonnes grâces, non seulement de ne point battre ou toucher à son loup, mais encore d'en avoir le plus grand soin. Pendant le jour, le Bisclavaret restait près des chevaliers et passait les nuits dans la chambre du roi. Tout le monde l'aimait parce qu'il ne faisait de mal à personne et que partout où il suivait le roi, jamais on n'avait eu à s'en plaindre, mais au contraire, à le louer. Or, écoutez ce qui arriva plus tard à une cour plénière tenue par le roi, à laquelle, pour la rendre plus belle, il avait invité tous ses barons et ses vassaux. Le chevalier, époux de la femme du Bisclavaret, s'y rendit avec sa dame, qui ne savait pas qu'elle y verrait son premier mari. Dès que le Bisclavaret aperçoit le chevalier qui entrait au palais, il courut à sa rencontre, s'élance, le saisit, le mord et lui fait une large blessure. Le traître aurait sans doute perdu la vie si le roi n'avait pas rappelé le Bisclavaret et ne l'avait pas menacé avec un bâton. 2 autres fois, il voulut encore se jeter sur son ennemi. Chacun fut étonné de la colère de cet animal qui jusque-là avait été d'une douceur extrême. Dans tout le palais, on disait que le Bisclavaret n'avait sans doute pas agi sans raison et qu'il avait un méfait à venger. Pendant la durée de la fête, il fut toujours le même. Lorsqu'elle fut achevée, les barons prirent congé pour rentrer chez eux. Le chevalier que le Bisclavaret avait assailli avec tant de raison fut un des premiers qui s'en alla. Il arriva peu de temps après que le roi voulut aller chasser dans la forêt où le Bisclavaret avait été trouvé. Il suivit le prince qui séjourna dans la contrée où demeurait son infidèle épouse. Instruite du passage du monarque, la dame s'apprête richement et demande audience pour lui faire un présent. Le prince l'octroie, et comme elle entrait dans la chambre, le Bisclavaret l'aperçoit. Sans que personne puisse l'arrêter, il court sur elle, lui saute à la figure, et pour assouvir sa vengeance, il lui arrache le nez. Les courtisans le menacent, il allait être mis en pièces, lorsqu'un philosophe, prenant la parole, dit au roi « Sire, daignez m'écouter. Cet animal vous accompagne sans cesse, nous le connaissons tous parfaitement. Jamais il n'a fait de mal à personne, si ce n'est à cette dame qui vous a été présentée. Par la foi que je vous dois, il faut absolument qu'il ait à se plaindre tant de cette femme que de son mari. Elle avait d'abord épousé ce chevalier dont vous estimiez tant les vertus et le courage, et dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Faites renfermer cette dame, sire, ordonnez qu'elle soit torturée. Par ce moyen, vous lui ferez dire pourquoi cette bête la hait. Car vous savez que nous avons vu de nombreuses aventures extraordinaires qui ont eu lieu dans la Bretagne. » Le roi suivit le conseil qui venait de lui être donné. Il fit arrêter le chevalier et sa femme, qui furent conduits en prison. Bientôt la dame, effrayée des mesures qu'on prenait, avoua comment elle avait trahi son premier époux en indiquant l'endroit où il cachait ses vêtements. Elle ne savait pas ce qu'il était devenu depuis cette époque, puisqu'il n'était point retourné chez lui. Au surplus, la dame pensait et croyait que le Bisclavaret pouvait être son premier mari. Le roi ordonna sur-le-champ d'apporter les habits, que cela lui plaise ou non. Dès qu'ils furent arrivés, on les étala devant le Bisclavaret, qui sembla d'abord ne pas y prêter grande attention, parce qu'il y avait trop de monde devant lui. Le philosophe fit appeler le roi pour lui prodiguer un nouveau conseil. « Sire, permettez-moi de vous dire que votre loup ne veut pas mettre ses vêtements en public, puisqu'il doit redevenir homme. Il craint et a peur d'être aperçu dans sa métamorphose. Faites-le conduire dans vos appartements, avec ses vêtements.
Nous le laisserons reposer à son aise, puis on verra bien s'il devient homme. » Le roi conduisit lui-même le Bisclavaret et revint en fermant toutes les portes sur lui. Au bout de quelque temps d'attente, le prince, suivi des 2 barons, entra dans la chambre, où il aperçut le chevalier qui dormait dans son lit. Aussitôt, le roi courut l'embrasser, puis le serra dans ses bras. Dès qu'ils eurent parlé, il lui rendit sa terre et lui fit des dons magnifiques. La dame infidèle fut chassée du pays, ainsi que son amant, pour une trahison aussi grave. Ils eurent par la suite plusieurs enfants qui étaient très faciles à reconnaître. Toutes les filles vinrent au monde sans nez. Ceci est de la plus exacte vérité, c'est pourquoi elles furent surnommées Énazées. N'en doutez pas, l'aventure que vous venez d'entendre est très vraie. Les Bretons qui en conserveront toujours le souvenir en ont fait le lait du Bisclavaret. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as envie de découvrir d'autres laits de Marie de France, je t'invite à te rendre chez ton libraire ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du Beau Rôle. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!